c'était juste mais lui, c'était un critère justement de nomination de ministre. Un ministre qui faisait une faute, il le corrigeait en plein conseil de ministre. C'était un homme qui maîtrisait très bien ça, la langue française. Mais Senghor était également un monsieur qui maîtrisait très bien le sérère. On se rappelle de ces magnifiques poèmes, n'est-ce pas, en langue sérère, justement se plaisait à narrer, à raconter à ses interlocuteurs. Donc l'enracinement est une condition de l'ouverture. Avant de s'ouvrir, il faut s'enraciner. Maintenant, un Dicton dit, il développe la conception inverse. Un Dicton a écrit un ouvrage sorti en 1986, Le choc des civilisations, dans lequel il analyse un peu la situation du monde contemporain. En 1989, chute du mur de Berlin, qui s'ensuit par quoi? Par l'avènement, monsieur Armand Diop, si j'attendais mes livres, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas, à me rectifier. Alors, un Dicton dit, à la suite justement de la chute du mur de Berlin, qu'est-ce qu'il y a? On entre dans la fin du monde bipolaire, Union soviétique, États-Unis, la guerre froide, pour entrer maintenant non pas dans un monde unipolaire qui serait justement un monde dominé par les États-Unis qui seraient les gendarmes du monde. Huntington dit, on a au contraire un monde multipolaire. Il y a plusieurs civilisations désormais qui s'affirment. Il y a la manifestation, disons, de besoins identitaires. Les hommes ont tendance désormais à s'identifier à des civilisations et à des religions. Et il en distingue 8. Première civilisation, il dit la civilisation chinoise, du fait justement du nombre, la puissance démographique de la Chine, un homme sur 6 sur cette planète étant chinois. Ensuite, il distingue, disons, la civilisation japonaise, la civilisation hindoue, la civilisation musulmane, la civilisation occidentale, la civilisation africaine, latino-américaine, et enfin, la civilisation, je pense que j'ai déjà cité d'ailleurs les 8. Alors, il dit ces 8 civilisations. Les personnes qui les composent ont tendance à s'enraciner et de façon totale à leurs valeurs. Et il dit, parmi ces valeurs les plus fondamentales, il y a la valeur religieuse. Et maintenant, il dit, si on se réfère à l'une de ces civilisations les plus caractéristiques, qui a tendance de plus en plus à émerger, il dit c'est la civilisation islamique, qui a tendance maintenant de plus en plus à s'enfermer dans un islamisme radical. Quand même, il faut se rendre compte que c'est au début des années 90, notamment en 1993, qu'on a vu les premières manifestations de l'islam intégriste, de l'islam radical, qui va, n'est-ce pas, prendre des proportions extrêmes à partir de 2001, avec naturellement les événements du 11 septembre. Et Huntington dit, en fait, très tôt, dès 1993, dit-il, avec, je ne sais plus l'attaque de quel, une attaque à New York, je ne sais plus l'attaque de quel immeuble, j'ai oublié le nom, n'est-ce pas? On pouvait déjà prévoir que les États-Unis seraient attaqués dans leur chair. Alors il dit, la civilisation musulmane, qui, comme les autres civilisations, a tendance de plus en plus à s'entrer dans elle-même, devient un obstacle au dialogue des civilisations, parce que l'islam a tendance à refuser, disons, le dialogue. L'islam a tendance à refuser, disons, cette liberté intégrale qu'on trouve déjà dans la première déclaration universelle des droits de l'homme, qui refuse notamment la liberté de culte et qui impose en quelque sorte à une personne musulmane qui refuse justement d'adhérer à sa religion de façon totale et qui même abjure sa foi, qui doit véritablement être exécutée. Alors il dit, ces manifestations sont inquiétantes et montrent à quel point les États-Unis doivent tout faire pour, dit-il, enrayer la montée, et c'est lui-même qui le dit, je mets ça entre guillemets, du pays islamique. Il dit que tant que l'islam continuera à progresser, il dit l'humanité en général, les États-Unis en particulier, resteront dans une situation d'insécurité. Et c'est pourquoi il a théorisé à la suite des événements du 11 septembre, il a été, vous savez, c'était l'un des principaux, comment dirais-je, conseillers de George Bush Jr. Il a théorisé auprès de lui un concept qui est devenu particulièrement après à la mode, le concept de lutte contre le terrorisme. Et il dit en fait, derrière cette lutte contre le terrorisme, il faut lutter contre la montée de l'islam, parce que dit-il, l'islam constitue un danger pour les autres civilisations, parce que l'islam a tendance à trop s'enraciner dans sa culture et à refuser de souffrir aux cultures des autres et à refuser également de souffrir à la modernité. Donc on peut dire par là que l'enracinement peut être considéré comme facteur d'ouverture, comme le recommande particulièrement
particulièrement Senghor. Je m'enracine dans ma culture et je vais dans la culture de l'autre puiser des valeurs pour m'enrichir ma culture et véritablement la perpétuer. Mais également avec Huntington, on a justement une conception négative de l'enracinement. Il dit l'enracinement culturel entraîne, disons, des dangers, entraîne des conflits, entraîne le choc des civilisations qui naturellement se font la guerre. Et d'ailleurs, l'une des plus graves menaces qui se posent à nos sociétés contemporaines, il dit c'est la montée justement de la civilisation islamique. Il faut quand même reconnaître que les faits aujourd'hui ont tendance à prouver la pertinence tant soit peu des thèses de Huntington, parce que quand même il faut reconnaître les foyers de tension qu'on retrouve aujourd'hui sur la face de cette terre sont des foyers de tension dans lesquels les musulmans, à tort ou à raison, sont en tant que tels impliqués. Autre question, celle de savoir si, disons, la moralité est utile à la vie sociale. Alors, je serai catégorique à ce sujet, oui. On a besoin de moralité parce que dans la vie sociale, on nous juge qu'on le veuille ou non. L'homme est un être social. Il ne vit pas seul, il vit avec ses semblables. Qu'il le désire, il sera jugé. Qu'il ne désire pas, il sera jugé. Et en général, le préjugé qui pèse sur lui est un préjugé négatif. Il est particulièrement difficile de satisfaire les hommes. Et là, au passage, je dois dire qu'une belle illustration nous est donnée par, non pas un philosophe, mais par un chanteur bien de chez nous, qui disait justement à propos d'une de ses chansons que l'homme est un éternel insatisfait. Lorsque vous êtes avec votre père, vous avez votre âne, vous montez les deux sur l'âne, les gens disent vous n'avez pas de pitié. Vous descendez les deux de l'âne, on dit vous êtes véritablement stupide. Le père laisse l'enfant monter, on dit l'enfant est impoli. L'enfant laisse le père monter, on dit le père, il n'a pas de pitié. Quelle est alors la solution? Il n'y en a pas, point d'interrogation. Et Nietzsche dira d'ailleurs dans ce sens, ne vous préoccupez pas de ce que diront les gens, fais ce que tu veux, advienne que pourra. Comme disait si bien Machiavel disait, laissez filer l'un et l'autre, se remplir le gésier et régler vos affaires à votre façon, parce que les hommes sont insatisfaits, ne peuvent pas être satisfaits. Alors, si donc tel est le cas, s'il y a déjà ce